Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Nous sommes jeudi 31 août 2017 et bienvenue dans cette édition d'information. Ce n'est pas la seule passation des services de ce mini-remaniement gouvernemental, mais c'est sans doute celle qui a attiré plus d'attention. Elle s'est passée entre Sanusi Bantamasso, ministre entrant de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, et Siaka Bari, celui sortant. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 31 août 2017 dans la salle de conférence du Musée national de Sandra-Walia. Bah Mamal Alpha, compte rendu. Vive la République, la patrie ou la mort, hasta la victoria sempre. C'était là les propos du ministre sortant Siaka Bari qui défend avec fermeté l'idéologie de Thomas Sankara. Après avoir exposé son bilan de 20 mois passés à la tête du département de la culture, des sports et du patrimoine historique, Siaka Bari s'est livré à un réquisitoire demandant au président de la République d'être davantage à l'écoute de son peuple. Je vous prie de tout mon cœur de transmettre au président de la République, le professeur Alpha Condé, ce président visionnaire, le message qui consiste à nous dire qu'il est désormais le dernier rempart de la démocratie contre l'arbitraire en Guinée. Qu'il écoute intelligemment, comme il l'a toujours fait, la voix majestueuse et profonde de notre peuple. Car, comme le disait Thomas Sankara, malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Avec la même fougue et détermination, le ministre sortant a adressé aussi un message à la jeunesse guinéenne. Jeunesse de Guinée, inscrivez-vous dans la mission rédemptrice de notre nation. Tout en méditant cette belle citation de France Fanon. Je cite, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Alors, jeunes de Guinée, levez-vous pour remplir votre part de mission, c'est-à-dire le combat pour une Guinée unie, solidaire, rassemblée, réconciliée et prospère dans la préservation de nos valeurs culturelles authentiques comme vecteur de paix et d'unité nationale. L'actuel ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique a regretté d'avoir hérité d'un département dépourvu d'une administration déconcentrée. Laissez-moi vous dire que ce ministère est une maison sans soubassement. Parce que pas de structure déconcentrée. Donc rapidement, je vais mettre des inspections régionales, mettre des directions préfectorales et des directions communales. Pour que le ministère, c'est vraiment un ministère qui répond. La promotion et le développement sportif, culturel et patrimoine historique, la poursuite de l'élaboration d'un document de politique culturelle nationale figure entre autres priorités de Sanusi Bantamasso. Gestion des ressources marines et côtières, la Guinée obtient la mention assez bien comme indice de gouvernance pour cette année 2017. La note a été attribuée à l'issue d'un atelier national qui a regroupé des acteurs de ce secteur et partenaires à Conakry. Le compte rendu est signé Aïssata Fofana. Comparativement à l'année 2016 où la Guinée a enregistré une performance de gouvernance de 0,50 points, 2017, elle, a vu cette notation revue à la baisse à 0,29 points. Ce, après avoir évalué tous les critères et sous-critères des paramètres de gestion des ressources marines et côtières du pays. Il a été choisi pour le suivi de la gouvernance des ressources marines et côtières 5 critères. Mais au total, il y a 24 sous-critères qui sont notés, évalués par les acteurs pour pouvoir générer la note de l'indice de gouvernance des ressources marines et côtières. Le premier critère porte sur l'efficacité de la gestion des ressources marines et côtières. Le second porte sur la participation, la transparence. Le troisième porte sur l'équité par rapport aux questions de genre. Et également le dernier sur la participation des acteurs de la société civile, le quatrième, et le cinquième sur la cohérence des politiques de pêche.
Cette notation, qui correspond à la mention « assez bien », est acceptable pour le représentant du ministre de la Pêche à cette rencontre. Selon Mohamed Chérif Diallo, cet indice de gouvernance dénote la volonté du gouvernement à préserver les ressources marines et côtières de la Guinée. Je me félicite vraiment pour l'atteinte de cet objectif. Cet indicateur prouve à évidence que des efforts sont en train d'être fournis par le gouvernement, par l'administration et par l'ensemble des acteurs impliqués dans la pêche. Des efforts fournis certes, mais des défis restent encore à relever. C'est pourquoi le coordinateur du projet Goamer en Guinée, lui, exhorte les autorités de tutelle à vulgariser les textes et codes de la pêche au sein des communautés de pêcheurs. Les textes réglementaires sont élaborés et sont mis dans les tiroirs des bureaux. Les acteurs à la base qui sont en train de travailler avec les poissons, les ressources marines, ne connaissent pas les textes. C'est pourquoi j'ai exigé aujourd'hui qu'on mette comme recommandation la vulgarisation des textes à la base. Quand les utilisateurs de ces ressources-là connaissent les textes, à ce moment ça devient plus facile, la gestion devient plus facile, l'aménagement devient encore plus facile. Rappelons que ce cadre d'analyse et d'évaluation a été conçu par le programme Goamer et a été mis en œuvre par le PNUD et ses partenaires de la Commission sous-régionale des pêches et le réseau sur les politiques des pêches en Afrique de l'Ouest, REPAO. Éducation à présent dans cette édition d'information, faire le point sur la bourse de Chevening pour le compte de l'année académique 2018-2019. C'est la toile de fond d'une conférence de presse tenue ce jeudi à la Maison de la Presse. À travers ces échanges avec les hommes des médias, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne a donné de larges informations sur les contours de cette bourse avant d'annoncer que pour cette année, 3 places sont disponibles. Le compte rendu est signé Li Mariam Bailo. Chevening est un programme mondial de bourse d'études du gouvernement britannique qui offre la possibilité d'étudier un master pour un diplôme d'une année dans l'une des meilleures universités du Royaume-Uni. C'est pour donc promouvoir ce programme que l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en Guinée, Catherine Inglehor, a tenu à conférer avec la presse guinéenne. Elle cherche spécifiquement des leaders qui sont déjà actifs dans les secteurs publics comme la politique, l'économie, les finances, les droits humains et le journalisme. 3 places sont déjà disponible. Nous avons toujours 3 places spécifiquement pour la Guinée au niveau du master pour l'année, cette année pour l'année académique 2018-2019. Et nous voudrions encourager vraiment des candidats guinéens, des jeunes guinéens qui ont le potentiel, qui se considèrent avoir le potentiel d'être des futurs dirigeants en Guinée et qui ont au minimum 2 ans d'expérience professionnelle et qui ont déjà un bon niveau en anglais. Donc ça, c'est déjà les critères minimum. Amadou Kamara est l'un des boursiers guinéens pour l'année académique 2018-2019. Il revient ici sur son parcours. J'ai fait Chevening. J'ai lu tous les critères et j'ai trouvé que c'est vraiment à ma portée et à la portée d'une partie importante de jeunes Guinéens que nous sommes. Alors je me suis engagé immédiatement et le processus, j'avoue, il a été un peu long, c'est compréhensible, mais il est à la portée. J'ai trouvé qu'il faut d'abord être guinéen, ça sent. Bon, elle a cité les conditions, il faut être guinéen, il faut être diplômé de l'université, avoir minimum 2 ans d'expérience, avoir un anglais décent, être engagé et surtout trouver une thématique qui cadre avec les objectifs de la mission de la Grande-Bretagne en Guinée. Et j'ai trouvé que je réponds à cela et je pense qu'une partie importante de jeunes Guinéens ambitieux répondrait à ce profil. Donc je me suis engagé, j'ai rempli tout en ligne et j'ai postulé. Et ce qui m'a marqué, c'est que j'ai eu moins d'interactions avec l'ambassade ici que la commission qui se trouve du côté de Londres, et ça m'a prouvé aussi la transparence. Parce que j'ai compris, on met là-bas, quiconque le veut, le prend. La date limite de dépôt de candidature est le 7 novembre 2017. Santé à présent dans cette édition d'information. La structure humanitaire Solidarité Guinée-France pour le développement local vole au secours des patients du centre de santé Saint-Gabriel de Matoutou. Elle a offert un don composé de médicaments et de kits d'hygiène d'une valeur de plusieurs millions de francs guinéens. La remise a eu lieu ce jeudi au siège du dit centre. Diao Bachir, compte rendu.
Œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations à la base, c'est l'une des missions que s'est assignée la structure humanitaire Solidarité France-Guinée pour le développement local. C'est dans cette optique que les patients du centre de santé Saint-Gabriel de Matoto ont reçu d'elle ce jeudi ces dons composés de médicaments et de kits d'hygiène. Par le passé, SFGDL avait offert un don de médicaments de plus de 5 millions de francs guinéens au centre de santé de Matoto. La cérémonie de ce jour nous donne à nouveau l'opportunité de faire un don de médicaments et des accessoires pour une même cause avec la même motivation, à savoir améliorer la santé des populations. Ce don d'une valeur de 4 millions de francs guinéens, j'allais dire, est constitué de produits de moins de 10 spécialités différentes, dont les antidépresseurs, les antalgiques, les produits de bain buccal. Recevoir ces produits qui font souvent défaut dans certains centres de santé est un acte salué et encouragé par René Voléon, directeur de Saint-Gabriel. Et nous remercions cette association du don qu'elle nous fait aujourd'hui pour soigner les patients dans les meilleures conditions. Et nous remercions bien sûr Madame Fofana Camara, qui est coordonnatrice de l'ONG Maison Mère de France. Merci à vous et nous espérons que tout ce que vous ferez ici en Guinée portera ses fruits, notamment dans le secteur de l'éducation, mais aussi dans le secteur de la santé. Satisfaits, certains bénéficiaires ont formulé des vœux en faveur des donateurs. La construction d'une école et d'un centre de santé à Katali dans la préfecture de Koya est aussi l'un des projets en perspective de Solidarité France-Guinée pour le développement local. Santé toujours avec cette conférence de presse des membres de la Fédération guinéenne des associations des guérisseurs traditionnels et herboristes. Leur communication a porté notamment sur le dossier lié au détournement du projet de construction du Centre national de la médecine traditionnelle et de formation des agents. Tamba Joseph Milimono est le secrétaire général de la structure. Il est au micro de Saloum Kondé. À la justice, c'est que jusqu'à présent, la justice même ne fait pas son travail parce que jusqu'à présent, il n'arrive pas à trancher. Il n'arrive pas à trancher, il n'arrive pas à dire la vérité parce que dans un premier temps, il nous avait donné la raison en disant que oui, la fédération a la raison, mais on va vous dédommager. Là, nous sommes dit, c'est pourquoi le problème qui nous a amené à la justice, pourquoi ne pas parler de ce problème? Et puis il parle de dédommagement. Mais parlons d'abord de ce problème. Il y avait dans ça un projet qui était destiné à construire le Centre national de médecine traditionnelle. C'est là on parle de 2 milliards et quelques. Vous comprenez? Et les 529 millions, ça c'était pour, disons, le projet de formation, sensibilisation, bon, les tournées dans les 8 gouvernorats. Ce projet-là était axé sur ça, sur les 5 millions là. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la justice? Nous décidons de rencontrer le président de la République pour non seulement que lumière soit faite sur cette situation, pour que justice soit rendue au plus vite que possible, pour connaître ce montant-là, et ensuite nous aider à trouver de la valeur, à nous valoriser en quelque sorte en République de Guinée ici, parce qu'il n'y a pas de centre de médecine traditionnelle ici. On avait demandé tout cela. Bon, tous ces projets-là sont aujourd'hui bloqués et comment dirais-je, détournés par ces cadres-là. Religion, avant de refermer la page Nation de cette édition avec la célébration demain vendredi de l'Aïd El-Kébir ou la fête de Tabaski ou encore fête des moutons. Notre rédaction a rencontré pour vous un religieux pour parler de l'importance et de la portée de cette fête. Suivez-le dans ce reportage de Moussa Sefa Kamara. L'Aïd el-Kébir ou fête de sacrifice signifie littéralement la plus grande fête musulmane. Elle intervient le 10e jour du dernier mois linéaire. Le prophète Abraham avait vu un rêve un jour et là où Dieu l'ordonne d'immoler son propre garçon, Ismaïl. Le rêve d'un prophète
est considéré comme une réalité, une recommandation automatiquement divine. Il exécute sans arrière-pensée. Donc le lendemain, il se réveille, il informe en premier lieu son propre garçon qui était le sujet de ce problème. Il a été clair, il a dit à son père par un verset coranique, et quand il dit que If al-mat Omar, c'est-à-dire Duni, Inch'Allah minas sabirin, il dit papa, exécute ce que votre Seigneur vous a recommandé d'exécuter. Vous me trouverez obéissant par rapport à votre ordre. Chose qui n'aura pas lieu finalement suite à l'envoi par l'ange Gabriel d'un bélier à la place d'Ismaël qui devrait être exécuté. L'Aïd el-Kébir étant une fête de sacrifice, El Hadj Mohamed Makanera énumère les conditions d'éligibilité de la bête à sacrifier. Il faut que l'animal soit en bonne santé. L'animal en bonne santé. Qu'il ne soit pas un animal handicapé. C'est ça une bonne qualité. Et avoir un naziré qui, si c'est le mouton, peut-être 1 an, 6 mois, 7 mois, c'est comme ça. 7 personnes peuvent se réunir. Chacun donne un certain nombre de montants pour acheter un bœuf. Ça suffit pour les 7 personnes en islam. Mais à condition que l'âge de l'animal n'est pas en dessous de 5 ans. Sur le partage de l'animal immolé, ce religieux précise. Celui qui immole aujourd'hui ce sacrifice, il doit laisser la moitié dans la petite famille. Et l'autre moitié, il peut donner aux amis, aux pauvres, comme cadeau, comme sacrifice. Il faut dire aux gens, il n'est pas demandé à celui qui l'immole cette année, il faut forcément que l'année prochaine, il s'endette pour faire le même sacrifice. Vous êtes demandé, si vous avez les moyens en tant que fils, de faire pour un parent qui vit, non pour un parent qui est décédé. Faut-il le rappeler, la veille de cette fête, tout doit être purifié. Rendre les foyers propres, les tissus jusqu'au moindre petit chiffon consciencieusement lavé. C'est aussi un jour de réconciliation où chacun est invité à demander pardon à son prochain et accepter les excuses des autres. Les chiffres de la discorde en République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition doute des chiffres de la commission électorale. Elle a recensé les électeurs qui devraient participer au futur scrutin, mais l'opposition parle de chiffres gonflés dans certaines provinces. Pourtant, l'opération d'enrôlement a officiellement pris fin. Suivez. Une carte d'électeur, c'est un peu la promesse d'un scrutin à venir. C'est ça ma carte. J'ai eu la carte parce que j'ai besoin de voter pour la 3e fois. Et comme l'accord dit que le 31, avant qu'il soit le 31 décembre, Congo doit aller encore aux élections. C'est pour cela que j'ai pris cette carte. L'accord de la Saint-Sylvestre, signé en fin d'année dernière et qui prévoit donc des élections avant le 31 décembre prochain. Mais pour le moment, pas de présidentielle, ni de législative ou de communale à l'horizon. Mais cette carte d'électeur, au moins, aura une utilité. Je suis content que je suis maintenant citoyen congolais. Je confirme ma nationalité et ça me sert comme une carte d'identité provisoire. À défaut de pièce d'identité, la police en effet peut demander aux Congolais de présenter ce précieux sésame. Et il pourra aussi être exigé lors de démarches administratives ou bancaires. Mais entamée depuis mai dernier, cette campagne d'enrôlement n'a pas été si simple pour certains. Et vu que les élections ne semblent pas s'annoncer... Je n'ai pas obtenu ma carte d'électeur car je suis découragé par les conditions exigées. Il faut aller chercher un chef du quartier, des témoins, et puis donner de l'argent au chef du quartier pour témoigner que je suis bel et bien congolais et que je peux obtenir la carte. J'ai tellement de choses à faire ici dans mon atelier de couture que je n'ai pas de temps pour ça. Désabusé, d'autant que même si élection il y a, sont-elles vraiment utiles, s'interroge beaucoup. Quel que soit le président qui sera élu, ils sont tous pareils. Aucun ne viendra changer positivement les choses, si ce n'est pour voler l'argent au profit de leur famille. La commission électorale a annoncé la semaine dernière 40 millions de Congolais désormais enrôlés, autant de citoyens en mesure d'exiger des élections avant la fin de l'année et donc le respect de l'accord signé. En France, Emmanuel Macron change sa façon de communiquer. Une première grande interview du président français dans la presse. L'exclusivité accordée au journal Le Point. Un entretien fleuve de 16 pages dans l'hebdomadaire dans lequel le chef de l'État revient sur ses grands chantiers. Suivez. 5 ordonnances, plus de 200 pages, c'est la seconde loi travail proposée en un an. Le Premier ministre et la ministre du Travail promettent une réforme ambitieuse, équilibrée et juste. Mais nous devons aussi tenir compte d'une situation, c'est celle de notre pays,
qui se caractérise par désormais des décennies de chômage de masse. Le droit du travail tel qu'il existe dans notre pays est souvent perçu comme un frein à l'embauche, comme un frein à l'investissement. Objectif de cette loi travail, une flexi-sécurité à la française. Présenté comme une avancée sociale majeure, ce texte est surtout libéral. Il repose sur 3 grands axes. Plus de pouvoir pour les employeurs. Il s'agit de ramener la négociation au plus près du terrain et donner plus d'importance aux accords d'entreprise qui pourront désormais porter sur le temps de travail et les salaires. Plus de pouvoir pour l'employeur aussi, avec la remise en cause du contrat de travail traditionnel par la généralisation des contrats de projet conclus pour la durée d'une opération. Deuxième axe, un bouleversement du dialogue social avec entre autres la volonté de se passer au maximum des syndicats avec la mise en place de référendums d'entreprise ou la possibilité de négocier avec des salariés sans mandat dans les petites entreprises. Et enfin, une simplification des licenciements. Les salariés auront moins de temps pour les contester. Un plafond pour les indemnités à verser aux salariés en cas de conflit avec l'employeur est instauré. En contrepartie, le gouvernement promet une hausse des indemnités en cas de licenciement. C'est un projet de transformation du Code du travail d'une ampleur inégalée, qui est la première étape de la rénovation de notre modèle social. Sur la méthode, cette loi travail était aussi un test pour le gouvernement. Une concertation avec les syndicats pendant l'été et une polémique, l'absence de débat au Parlement. Le gouvernement a obtenu de la majorité présidentielle à l'Assemblée une carte blanche pour légiférer par ordonnance. Cette loi travail 2 va bien plus loin que la loi El Khomri qui avait conduit à des mois de manifestations en France. Et pourtant, il n'y aura pas de front syndical pour s'y opposer. D'un côté, un patronat enthousiaste, de l'autre, des syndicats de salariés divisés et résignés. Oui, la CFDT pense que cette réforme n'est pas à la hauteur de la modernisation des relations sociales que l'on aurait pu attendre dans un pays moderne avec les profondes transformations du travail que nous connaissons. Parmi les grands syndicats, seule la Confédération Générale du Travail appelle à manifester le 12 septembre. Harvey poursuit sa course à travers le sud des États-Unis, déclassé en dépression tropicale. Le phénomène se déplace vers la Louisiane. L'on craint un scénario à la Katrina Harvey qui a traversé le Texas et qui a transformé Houston en ville noyée, submergée par des eaux. Plus de 30 morts, des dégâts matériels considérables. Suivez. L'incendie dans l'usine s'est déclaré il y a moins de 2 heures. Il n'en existe pour l'instant aucune image. Celles-ci ont été captées hier. On aperçoit les immenses conteneurs inondés, près de 2 mètres d'eau. Il n'y a plus d'électricité et plus rien pour refroidir dans les cuves le peroxyde organique, un produit toxique qui prend feu s'il n'est pas maintenu à basse température. Une situation envisagée dès hier par le propriétaire du site, l'entreprise française Arkema. À Crosby, nous nous sommes préparés à ce qu'il convient d'appeler le scénario du pire. Le site chimique est situé dans l'État du Texas, à l'est de Houston, dans la ville de Crosby. Dès mardi, dans un rayon de 2,5 km, tous les habitants ont été évacués. Ils risquaient d'inhaler la fumée noire, toxique et irritante pour les yeux. Beaucoup sont en colère face au risque d'une pollution massive. C'est une situation très mauvaise. Ça veut dire qu'ils n'en ont rien à faire des habitants. Ils nous ont évacués simplement parce qu'ils ne veulent pas de problème avec la justice. Ce matin, suite à l'explosion du site, 10 personnes ont été hospitalisées, dont un policier, après avoir respiré des émanations chimiques. Catastrophe encore avec l'effondrement d'un immeuble à Bombay en Inde. 12 personnes au moins ont trouvé la mort, 40 autres blessés et déportés disparus. Le bâtiment de 40 étages s'est écroulé alors que la capitale économique du pays est submergée par la montée des eaux, une montée provoquée par la mousson. Suivez. Les secouristes indiens sont sur le pied de guerre. Ils tentent de sauver une quarantaine de personnes prises au piège sous les décombres. Ce jeudi matin, à 8h40 heure locale, un immeuble de 4 étages et datant de plus d'1 siècle s'est effondré dans une zone très peuplée de Bandi Bazar, au cœur de Bombay. Un quartier où les habitations vétustes sont très proches les unes des autres et qui fait d'ailleurs l'objet d'un important plan de réhabilitation.
Au milieu des débris, on compte déjà plusieurs victimes et plus d'une dizaine de blessés. Mais les autorités craignent que leur nombre s'accroisse rapidement. Nous avons sauvé 3 personnes, elles sont en vie. Tout l'immeuble s'est écroulé, c'est pourquoi nous craignons qu'il y en ait d'autres coincés sous les décombres. Les pompiers et les secouristes s'efforcent de sauver le plus de personnes possible. Le bâtiment pourrait avoir été fragilisé par la mousson inédite qui sévit depuis plusieurs jours dans le pays. Le mois dernier, 17 personnes sont mortes dans des conditions similaires après l'effondrement d'un immeuble dans la banlieue est de la ville. Dernier élément de cette édition, 20 ans qu'elle a disparu, mais 2 décennies après sa mort, Laye Didi, toujours influente dans la conscience collective des Britanniques. Les hommages ont été sobres pour célébrer la mémoire de celle qui est décédée dans un accident de la circulation à Paris en 1997. Suivez. Sous une fine pluie toute britannique, les princes Harry et William se sont joints aux nombreuses personnes venues rendre hommage aux souvenirs de leur mère. Dans une ambiance détendue, les princes ont échangé avec les gens qui avaient fait le déplacement pour apporter un bouquet ou une photo. Je suis toujours émue. Je ne peux revoir les funérailles. Cela ramène tout à la surface. Mes sentiments n'ont pas diminué. C'est une personne trop importante pour qu'on l'oublie. C'est un charmant hommage. Je n'arrive pas à croire que cela fait 20 ans qu'elle est partie. Elle a été une dame inspirante et je ne pense que ses garçons l'ont rendue fière. L'un des jardins du palais de Kensington a été temporairement réaménagé en souvenir de Lady Diana. Un hommage floral éphémère visité sous la pluie par ses fils et leur famille. Le souvenir de Diana est aussi célébré à Paris, au pont de l'Alma où elle a trouvé la mort. Une stèle commémorative a rassemblé les admirateurs d'un peu partout. Au Royaume-Uni, elle a changé la perception des gens par rapport à la monarchie. Elle était tant aimée. Je me rappelle à quel point elle était spectaculairement charmante. Je me souviens de son mariage. Je l'ai vue avec sa mère. Et toute sa vie, à quel point elle était belle et élégante. Et puis le travail humanitaire qu'elle a fait aussi. Elle fait partie de mon enfance. Une enfance pendant laquelle je la regardais. J'ai grandi en la prenant pour modèle. 20 ans après sa disparition, la princesse de Galles garde de grandes places qu'elle a prises dans la mémoire collective des Britanniques et de nombreuses autres personnes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Par ma voix, l'équipe de la rédaction du groupe LGI Média vous souhaite bonne fête par anticipation. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Merci et portez-vous bien.